Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Late & Smart. Comme tous les soirs, nous allons tenter ensemble pendant une heure de mieux comprendre l'actualité économique du moment. Au sommaire de cette émission, Safran cartonne, mais à quel prix? Le géant de l'aéronautique dégage un bénéfice net de 352 millions d'euros en 2020. Des résultats incroyables au prix de drastiques mesures d'austérité. Nous analyserons les avantages de cette stratégie, mais aussi l'impact qu'elle pourrait avoir sur le long terme pour l'entreprise. La trésorerie des PME atteint des records selon l'enquête de BPI France. L'appréciation des chefs d'entreprise sur leur trésorerie actuelle est au plus haut, mais le manque de visibilité dû à la pandémie pèse encore sur les perspectives de reprise. Nous reviendrons également sur la crainte des PME autour du remboursement des PGE. Enfin, la dette Covid au cœur d'une bataille politique. Après son annulation, c'est aujourd'hui le cantonnement de la dette qui fait débat. Le rapport du Haut Commissariat au Plan propose de cantonner et de différer son remboursement. Nous demanderons à nos invités quelles pourraient être les conséquences d'une telle mesure. Pour répondre à toutes ces questions, nos invités ce soir sont Arnaud Marcilly, cofondateur et directeur général de Think Market. Bonsoir. Bonsoir Eva. Merci de nous accompagner. Anthony Benamou, enseignant en économie à Sciences Politiques, nous accompagne également. Bonsoir. Bonsoir Eva. C'est votre première sur le plateau de Late & Smart. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci à tous les deux. On commence comme chaque soir cette émission avec l'apéritif du jour. Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, Safran, qui malgré la crise historique du secteur aérien, réussit à dégager un bénéfice net de 352 millions d'euros en 2020. Le motoriste et équipementier aéronautique a maintenu sa rentabilité, mais au prix de drastiques mesures d'austérité, réduction des coûts avec la fermeture de 4 sites de production, baisse des effectifs aussi. Ils sont passés de 95 000 à 79 000 au niveau mondial. L'occasion de poser la question à nos invités, l'austérité, est-ce que c'est la seule solution pour éviter un choc économique trop important et même dégager des bénéfices comme l'a fait Safran? Eh bien, Eva, tout d'abord, oui, probablement, puisque Safran est capable d'afficher des résultats positifs, plus 350 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 16 milliards, lui-même en baisse de 33%. Ça reflète manifestement une énorme solidité. Bon, cette solidité, elle est un petit peu en trompe-l'œil, vous l'avez dit, un petit peu de casse sociale, quasiment 15 000 emplois supprimés, des coûts complètement réduits en matière de recherche et développement, et au final, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, les impacts doivent être forcément très importants. Mais en même temps, quelle solution pouvait avoir Safran face à la crise énorme du secteur aérien? Pour rappel, Safran est d'abord le fournisseur quasi exclusif de la motorisation du 737 MAX qui est resté cloué au sol de très nombreuses années et il subit de plein fouet la crise de livraison des Airbus et des Boeing et certainement également les impacts sur ses activités de service de la baisse du trafic aérien. Donc oui, bravo effectivement, mais il faudra regarder l'ensemble de la filière pour être sûr que ce soit vraiment positif. Pour rebondir sur ce que vous disiez, le PDG parle de fondamentaux intacts. Qu'est-ce que cela signifie, Anthony Benamou? Alors, avant même de revenir sur ce point-là, j'aimerais faire un petit focus sur le secteur aéronautique en 2020 pour quand même bien montrer que fait le secteur et que fait Safran à côté du secteur. On a un secteur où, en gros, on a un trafic aérien qui recule de 70%. On a des PSE dans plein d'entreprises, notamment les sous-traitants. Alors même si c'est plutôt... voilà, c'est plutôt en baisse au niveau de baisse des effectifs parce que c'est une filière qui est sous cloche au final des aides d'État. Et puis la baisse des effectifs chez Safran, c'est une baisse des effectifs d'un point de vue mondial. Mais en France, la casse sociale a été plutôt épargnée. Évitée. Pour le moment, en tout cas, elle a été évitée. Donc on est quand même dans un secteur qui est vraiment... totalement dévasté. Et le problème, c'est que c'est un secteur qui compte beaucoup en France. Notre balance commerciale en France, elle est structurellement négative depuis déjà plus de 12 ans. Mais le seul secteur qui parvenait un peu à tirer la balance commerciale vers le haut, c'était quand même le secteur aéronautique. Alors, c'est pour ça, comme le dit Arnaud Marcilly, c'est donc une bonne nouvelle quand même aussi. Ça reste une bonne nouvelle, surtout que la balance commerciale du secteur aéronautique demeure positive en 2021. Alors, divisé par 2, on a un excédent qui est autour de 16 milliards d'euros, donc divisé par 2, mais ça demeure quand même positif. Donc, c'est quand même une sacrée performance dans un écosystème, dans un univers totalement dévasté. Donc ça, moi, je tenais à le rappeler.
Effectivement, le fait de dégager des bénéfices, ça a un coût. Et ce coût, en fait, n'est que le reflet de la filière aéronautique. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la baisse des coûts, notamment dans la recherche et développement. Le secteur va être amené à évoluer. Safran a réduit en effet ses dépenses de recherche et développement de 35% en 2020. Oui, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est quand même un secteur qui va devoir à un moment donné se repenser, se réinventer, épouser un peu les transitions environnementales, les révolutions environnementales, etc. Et tout ça, ça demande beaucoup de recherche et beaucoup d'investissement. Et donc, à mon sens, mais peut-être que je me trompe, mais il va avoir une véritable nécessité de fusion ou en tout cas de rapprochement entre les acteurs de la filière pour justement parvenir à relever ce type de défi. C'est presque ce qui est plus inquiétant finalement, cette baisse des dépenses dans la recherche et développement? Oui, disons que ça obère une partie de l'avenir. C'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Il y a très peu de fournisseurs, GE, Rolls-Royce, Safran. Quand le patron de Safran dit que les fondamentaux sont bons, très certainement, sa marge opérationnelle est de 10%, ce qui est énorme dans le secteur industriel. Et au-delà de cette question de recherche et développement, moi je pense que c'est l'ensemble du tissu de fournisseurs qui va payer la casse. Donc chez Safran en France, rien pour l'instant, mais quid du reste. Donc forcément, ça laisse des questions sur l'ensemble du modèle, à l'heure où, Anthony l'a rappelé, il y a des questions sur la transition énergétique, les biocarburants qui nécessitent des très forts investissements en recherche. Donc oui, bravo Safran, mais comme le disent les articles de presse, à quel prix aujourd'hui et surtout pour quel avenir? Voilà, c'est ça, c'est aussi la question qu'on se pose, c'est la question du demain finalement. Sur le court terme, on arrive... Oui. Alors justement, le demain, en fait, pour moi, il est aussi inquiétant parce que si on écoute certains experts, pour reprendre juste le trafic aérien, la reprise du trafic aérien sur un niveau normal d'avant-crise, c'est pas avant 2023, voire 2024. Donc en fait, quid des perspectives d'activité pour les 2-3 années à venir? Là, si on regarde dernièrement les enquêtes sur le climat des affaires, typiquement donc publiées par l'INSEE, on a une véritable dichotomie en France entre les services d'un côté qui vont pas bien et l'industrie qui va bien. Sauf que dans l'industrie, on a quand même l'aéronautique en fait qui ne va pas bien. C'est le seul secteur industriel où ça pêche un petit peu. Et les derniers indicateurs montrent que l'indice synthétique, donc qui synthétise l'opinion des industriels dans ce secteur-là, est au plus bas en fait. Il est au plus bas depuis que cet indice existe, donc depuis les années 90. Et pour moi, ça n'augure rien de bon en termes d'activité pour les années à venir, pour les mois à venir et peut-être pour les années à venir. Et le véritable sujet, c'est pour le moment, et on le disait tout à l'heure, la casse sociale est plutôt limitée parce que la filière est vraiment aidée, elle est sous perfusion très clairement. Mais combien de temps ça peut durer? Combien de temps ça peut durer cette perfusion? Voilà, moi je pense qu'il y a les problèmes, il y a déjà des coûts actuels qui ne sont pas sociaux, mais qui sont sur l'économie de demain, en fait, la recherche et développement. Mais on pourrait aussi avoir des coûts sociaux alors peut-être pas cette année, mais à un moment donné, quand on va débrancher, voilà, il va y avoir un véritable sujet. Pour l'instant, on limite la casse sociale, on supprime quand même 4 sites de production. Comment imaginer l'avenir en supprimant 4 sites de production à Nomarcy? Je pense qu'il faut voir les choses de façon un petit peu différente et positive. Si on schématise, le job de Safran, c'est de fabriquer des moteurs d'avion. C'est très compliqué, évidemment, et ça implique beaucoup de travail, beaucoup d'entreprises. Ça, on vient de le rappeler, le rôle de la recherche et développement. Ce que nous disent les chiffres de Safran aujourd'hui, c'est que produire des moteurs d'avion en France et dans le monde est une activité parfaitement scalable. Et quand bien même il y a moins 70% de trafic aérien sur une année, ce qui est un choc absolument énorme et inimaginable et totalement sans précédent, on a quand même une activité qui est profitable. Alors évidemment avec des chiffres en trompe-l'œil, mais c'est beaucoup mieux que ce soit comme ça, plutôt que d'avoir un acteur en très grande difficulté. Comparativement à d'autres champions mondiaux, on arrive à garder cette industrie profitable et ça, il faut vraiment s'en féliciter. Anthony Benamou, je souscris tout à fait avec ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup à tous les deux, vous restez avec nous bien sûr. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle de la trésorerie des PME, un an après le début de la crise de la Covid-19. La trésorerie des PME au plus haut, ce sont les résultats du dernier baromètre de BPI France et de l'Institut Rexecode. En dépit de la crise de la Covid-19, l'appréciation des chefs d'entreprise sur leur trésorerie actuelle atteint un record depuis le lancement de cette enquête en 2017. Revers de la médaille, la moitié des patrons de PME citent les mauvaises perspectives de demande comme un frein à leur croissance. Ils craignent aussi de ne pas pouvoir rembourser leur PGE et jugent que le manque de fonds propres posera problème lors de la reprise.
crise. La situation de trésorerie des PME est-elle étonnante compte tenu de l'ampleur du choc de la Covid-19, Arnaud Marcy? Écoutez, pas tant que ça, et ce serait plutôt une bonne nouvelle. Le chiffre qui a été communiqué, c'est 29% d'augmentation de la trésorerie nette des PME, avec une définition assez large de ce qu'est la PME. Et ça vient très naturellement d'une augmentation de l'endettement. L'année dernière, en 2020, ça a fait plus 12%. Et 60% de cette augmentation est liée à l'apport du PGE, valorisé à autour de 130 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce PGE n'a pas été massivement consommé. L'argent ne s'est pas évaporé. Et donc, il y a d'une certaine façon une résilience des entreprises dans la crise. Alors, maintenant, ça appelle quand même pas mal de commentaires parce que effectivement la situation elle est contrastée, elle doit être mesurée. D'abord, il ne faut pas confondre dette, trésorerie et compte de résultat. C'est pas parce qu'on a une trésorerie positive. D'ailleurs, à quoi sert la trésorerie d'une entreprise, Arnaud Marcy? La trésorerie, elle sert à financer son activité et surtout sa croissance. Quand on a des projets d'entreprise, quand on est entrepreneur, on entrevoit la croissance et le cash est un moteur important d'accélération. Aujourd'hui, les entreprises disposent d'une trésorerie importante. La question qui se pose, c'est la viabilité du modèle d'affaires de beaucoup d'entre elles. Et d'ailleurs, le PGE a été largement consommé dans le commerce, dans les activités de restauration, peut-être un petit peu moins dans les services aux entreprises. Et de ce point de vue-là, la situation est fatalement très contrastée. Le problème qui se pose demain, c'est la viabilité des entreprises les plus fragiles. Le mur de l'argent, comment va-t-on rembourser la dette? Et finalement, une question de compétitivité, vous l'avez mentionné en introduction, avec la question de la solidification des entreprises et de leurs fonds propres et des ratios de dette sur leurs fonds propres qui apparaît comme un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, on a massivement endetté les entreprises. Elles ont du cash. La question, c'est comment va-t-on apurer ça progressivement? Vous parlez de disparité, faudrait-il privilégier les entreprises dont le secteur est particulièrement touché? Parce qu'on fait face en effet à des situations où des entreprises engrangent du cash et d'autres arrivent péniblement à payer leurs factures. Alors, c'est une question un petit peu polémique. J'ai tendance à considérer qu'au plus la sphère publique se mêle de la chose privée, au plus elle commet d'erreurs. Et il faut également bien séparer les choses entre le PGE, qui est ouvert à tous dans des conditions identiques et qui permet de s'endetter à hauteur de 25% de son dernier chiffre d'affaires. Et c'est bien qu'il le soit ouvert à tous. Et c'est bien qu'il soit ouvert à tous, sans trop de conditions. Et de l'autre côté, il y a des aides spécifiques par secteur. Et là, c'est l'État qui injecte massivement de l'argent pour soutenir toutes les pans d'activité qui sont durement touchés par le Covid et donc rendre leur PNL viable à court terme. Donc j'ai envie de dire, voilà, au moins l'État s'implique dans la distinction de savoir quelle activité est plus ou moins impactée, au mieux c'est parce qu'au final, c'est vraiment le dirigeant qui est le seul maître à bord et pilote de son propre destin. Anthony Benamou, leur trésorerie arrivera-t-elle à compenser la baisse de la demande? C'est ce qui les inquiète, c'est ce qui ressort de ce baromètre. Il y a plusieurs choses. Je vais répondre à votre question très clairement, mais il y a effectivement la vague des PGE qui a alimenté ces trésoreries. Donc, et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant que ce chiffre soit sorti aujourd'hui parce qu'on a tendance à beaucoup parler de deux choses. À la fois, d'abord, l'accumulation de cash auprès des ménages, enfin chez les ménages, et puis le sujet de l'endettement et les faillites à venir en 2021, etc. Et donc, c'est pas mal de dire qu'en fait, il y a également eu beaucoup de cash accumulé par les entreprises, alors j'entends sur les dépôts à vue. Donc ça, c'est intéressant parce que ça signifie que, alors en termes de montant, c'est plus élevé. Je parle vraiment sur le périmètre de dépôt à vue. C'est plus élevé que le cash des ménages sur leur dépôt à vue. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce qui explique vraiment cette accumulation de cash, il y a évidemment en très grande majorité les PGE, mais il y a également des annulations ou des reports d'investissement en 2020. Donc là, on va en parler parce que c'est un véritable sujet. Et puis également, il y a une détente dans les délais de paiement qui, mine de rien, soulage les entreprises et les trésoreries des entreprises. Donc ça, c'est un point qui est important. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la raison suivante, c'est que en fait, beaucoup de PGE ont été souscrits par effet d'anticipation. Et donc, c'est plutôt bien que plusieurs entreprises n'ont pas eu besoin, en tout cas jusqu'à présent, d'utiliser. C'est ce que vous disiez, Arnaud Marcy. Peu d'entreprises ont aujourd'hui mobilisé l'intégralité de leur PGE. Ouais, et je crois, enfin, je n'ai plus les chiffres en tête de l'étude, mais je crois qu'on a peut-être une soixantaine ou 70% qui ont un petit peu mobilisé leur PGE, mais qui ont encore des marges de manœuvre assez conséquentes. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, dans l'enquête, c'est assez bien souligné. Il y a environ 60% d'entreprises qui anticipent qu'elles rembourseront leur PGE au maximum du délai accordé, donc dans 6 ans. Ce qui leur laisse en fait du temps, soit pour, par effet d'anticipation à nouveau,
se laisser le temps. Et effectivement, si la demande ralentit ou si la crise sanitaire évolue, enfin voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Elles ont quand même ce filet de sécurité qui est important, mais ça peut aussi leur permettre un effet d'aubaine, mine de rien, parce que d'ici 6 ans, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais si la croissance revient, que la demande revient, c'est quand même la possibilité pour les entreprises de faire des investissements, qui n'ont pas été faits en 2020, et puis également des investissements qui sont nécessaires pour justement changer leur stratégie et s'adapter justement à l'économie d'après Covid. Donc ça, c'est quand même intéressant. Sur la demande, effectivement, c'est le vrai sujet. Est-ce que la demande va repartir ? Je crois que l'enquête montre que beaucoup d'entreprises expriment que le frein à l'investissement, en fait, c'est la demande. Le sujet de la demande, il est fortement corrélé à l'évolution sanitaire, en réalité. Il y a deux choses. Il y a l'évolution sanitaire qui fait que, en tant que ménage, par exemple, vous n'allez pas consommer parce que vous vous dites je peux être au chômage demain, je ne sais pas ce qui peut se passer, je peux perdre une partie de mon capital. Enfin, donc, je ne consomme pas. La masse importante d'épargne accumulée aujourd'hui par les Français. Oui, exactement. On en reparlera, mais il y a un autre point, c'est que les ménages peuvent aussi être amenés à ne pas consommer, tout simplement parce qu'ils sont contraints. Parce que quand on ferme tel ou tel secteur, ils ne consomment pas. Donc ce qui va être très important sur l'année 2021, c'est l'évolution des conditions sanitaires et donc l'évolution pour les entreprises des perspectives de demande. Et si les perspectives de demande sont positives, on peut penser qu'il y aura un investissement qui ne sera pas forcément... alors, si, il sera potentiellement élevé, mais ce sera un effet de rattrapage par rapport à 2020. Et puis, selon les dernières études que j'ai pu voir, même si on a cet effet de rattrapage, on ne rattrapera pas dans tous les cas ce qui n'a pas été fait en 2020. Donc, c'est un sujet. Arnaud Marcy, c'est bien d'être confiant en effet sur sa trésorerie, c'est aussi bien d'être confiant sur la reprise et sur la demande. Oui, on vient de l'évoquer, le PGE a été massivement souscrit pour des raisons essentielles de précaution. Rappelons-nous, mars 2020, on ne sait pas où on va, d'un seul coup il faut être masqué ou pas masqué, on ne sait pas. Donc le job d'un chef d'entreprise, comme celui des ménages, c'est de former des anticipations. Au moins elles sont bonnes, au plus on a un comportement prudent et on épargne. Aujourd'hui, la question, c'est l'emploi de cette trésorerie. Est-ce que c'est pour tenir longtemps parce que la demande ne va pas redémarrer parce que les ménages ont mis 200 milliards de côté ou est-ce que ça va être pour favoriser l'investissement, l'accélération sur tout un tas de sujets de transition énergétique ou d'opérations de croissance externe? Parce que un des avantages de cet argent qui est massivement présent, c'est qu'il est quasiment gratuit, les taux sont bas, il est soumis à aucune garantie. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous souscrivez à un emprunt, que vous levez de l'argent auprès d'une banque ou d'un pool bancaire, vous mettez en garantie votre situation personnelle, votre maison, une partie de votre patrimoine. Aujourd'hui, 90% du PGE est garanti par l'État. Et les garanties résiduelles sont égales à 0. Elles sont dans le PNL des banques inscrites en risque. Ça, c'est un effet d'aubaine massif. C'est une bonne chose, comme le disait Anthony Benhamou, de pouvoir le rembourser dans 6 ans. Ce PGE, on a jusqu'à 6 ans pour le rembourser. Parce que quand on prend 25% de son chiffre d'affaires en dette à court terme sur un an, l'exigibilité, elle fait très mal et la situation de trésorerie ne serait pas du tout la même. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des PME, c'est un combat de beaucoup d'associations de dirigeants d'entreprises, en particulier de Croissance Plus, association à laquelle j'appartiens, qui est vraiment l'équilibre des relations entre les grands groupes et le tissu de PME qui en France est extrêmement foisonnant. On a du mal à faire grandir les entreprises. Donc la trésorerie, les grands groupes ont une énorme responsabilité, vis-à-vis de leurs fournisseurs, de les payer à temps et correctement. Et il y a un certain nombre de grands groupes qui ont amélioré leurs pratiques à ce propos et qui permettent encore aujourd'hui aux entreprises de bien se poser la question de l'emploi de ces nouvelles marges de manœuvre. Donc faisons revenir la confiance rapidement, faisons désépargner les ménages pour que ça relance la consommation, idéalement auprès des entreprises françaises, même si c'est très compliqué dans une économie ouverte. Les entreprises étrangères peuvent largement bénéficier de cette reprise de consommation. C'est un petit peu la problématique, on en parlait tout à l'heure, de la balance commerciale en France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le robinet de la consommation se tarit, il y aura de reprise pour personne. Donc il est important que cette mécanique de confiance revienne. On a la vaccination, c'est en cours, on est encore sur 6, 7, 8 mois difficiles. Croisons les doigts et faisons en sorte que la dynamique reparte. Parce que moi, je reste absolument convaincu qu'il y a une résilience extraordinaire du tissu économique dans son ensemble et en particulier du désir de vivre et de consommer des agents économiques, des ménages et de chaque individu que nous sommes.
Oui, Anthony Benamou. Justement, c'est très intéressant parce que il y a ce désir de consommation et donc c'est important que ça reprenne. Vous parliez des biens importés. Le sujet, c'est que sur l'industrie, en fait, ça va pas si mal que ça en réalité. Je mets l'aéronautique à part, ça va pas si mal que ça. Et là, on a un véritable sujet qui est beaucoup plus structurel, qui est celui de la balance commerciale et le fait qu'on n'arrive pas, en gros, à consommer français parce qu'on a des entreprises dans d'autres pays. Alors, parfois très loin de la France et parfois pas si loin que ça, qui sont plus compétitifs que la France. Et donc, ça pourrait amener à se poser des questions sur la fiscalité, etc. Il y a plein de choses à dire. Le vrai sujet, c'est qu'en France, pour faire croître le PIB, on est quand même une économie de services. Et si on veut que ça repart, il faut que les services repartent, notamment. Et j'entends par service, évidemment, le tourisme, la restauration, etc. Et là, on est face à des entreprises, c'est ce que j'appelle moi les 10%. C'est les 10% en fait qui ne fonctionnent pas en France. C'est les 10% qui posent problème parce que leur métier est inhérent aux relations sociales et donc c'est plus compliqué. Mais ces entreprises-là, elles n'ont pas forcément une bonne situation sur leur trésorerie. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. On parlait de disparité. Il y en a pour qui c'est compliqué, même avec les PGE. Exactement. Il y en a. Et donc, on peut penser, moi, je n'ai pas toutes les données, mais on peut penser que beaucoup de PGE ont été justement utilisés par des entreprises qui sont aujourd'hui dans une situation très particulière, très, très difficile. Et demain, la reprise en France, elle est quand même conditionnée à l'état dans lequel se trouvera les entreprises de services. Voilà, le PIB. Le ministre Bruno Le Maire a annoncé hier renforcer la prise en charge des coûts fixes des entreprises en difficulté. C'est nécessaire. Ça soulagera les PME, ça, bien évidemment. C'est nécessaire, c'est fondamental. Encore une fois, soulager les coûts fixes. Moi, je suis un peu comme vous, Arnaud. J'aime bien que l'État reste à sa place et que les entreprises fassent ce qu'elles ont à faire. Mais à un moment donné, quand l'État décide d'arrêter et de fermer administrativement un magasin, un commerce ou un restaurant, il est un peu normal que l'État supporte la charge, enfin les coûts fixes, au moins les coûts fixes liés à cette fermeture administrative. Arnaud Marcy. Il y a un aspect quand même très paradoxal à tout ça. La France, encore une fois, on peut s'en réjouir d'une certaine façon, mais mieux disante que tout le monde. Mais moi, j'ai envie de renvoyer l'État à ses responsabilités de gestionnaire de la crise sanitaire, d'accélérer sur la campagne de vaccination, de permettre de retrouver une vie normale, parce que donner de l'argent sous forme de PGE, financer l'activité partielle, donc payer les salaires à la place du dirigeant, et demain payer les coûts fixes, en particulier les loyers, les locaux, les emprunts éventuellement de remboursement de traites immobilières, ça crée un endettement faramineux. Et l'État prend toute la place du secteur privé. Donc, jusqu'où ira-t-on ? Est-ce que la prochaine étape, c'est de collectiviser complètement l'économie ? Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Un dernier mot sur le PGE. Ce qui est important dans cette dynamique de reprise de la consommation, au-delà de pouvoir reprendre chacun une vie normale et d'aller pouvoir dîner quelque part en terrasse et de retrouver des amis, ce qui serait quand même très sympathique, c'est que au plus l'activité reprendra rapidement et fortement, au moins le taux de défaillance fera supporter une dette importante liée au PGE. Parce que là, on parle de 130 milliards. Aujourd'hui, c'est 130 milliards qui ne sont pas perdus pour l'État. Sur ces 130 milliards, il en reste une très grosse partie. Et une partie, j'espère, majeure, sera demain remboursée. Donc, il faut diminuer ce taux de défaillance pour amoindrir la dette future et espérer que nos impôts n'en souffrent pas trop demain. Quand vous dites rapidement, Arnaud Marcy, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Parce qu'on sait que l'année 2021 sera compromise. L'année 2021 est compromise. On sait qu'on ne retrouvera pas le taux de croissance du PIB égal à la décroissance de l'année dernière. Voilà. Et donc, ça va se passer sur 18-24 mois. Il est évident qu'en France, on a des déficits de compétitivité majeurs déjà au sein de la zone euro. Donc, la question, c'est aussi qu'est-ce que ça crée comme situation sur la dette ? Quelle est notre compétitivité intrinsèque ? On en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, aujourd'hui, il est important de comprendre qu'on ne peut pas se tirer une balle dans le pied et que si l'économie repartira certainement très vite, la vitesse à laquelle elle repartira pour certains pays ne sera pas forcément la même. Et au plus on prend des mesures restrictives, au plus on fait supporter le poids finalement du secteur privé par le secteur public, au plus on crée un sentiment de non-urgence finalement. Et aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, c'est d'abord ça qui m'inquiète. Anthony Benamou.
clairement, la dette est dangereuse pour les entreprises. Elle est dangereuse pour leur productivité, leur compétitivité, la possibilité d'investir. On parlait tout à l'heure de recherche et développement. Quand vous êtes fortement endetté, qu'en plus vos marges sont au tapis parce que vous n'avez pas travaillé de l'année, à un moment donné, c'est un peu compliqué de se reprendre. Moi, je retiens quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que ce que vous disiez, il y a une grande partie de cette trésorerie qui s'explique par les PGE. Donc, la bonne nouvelle, si on essaye de lire un peu entre les lignes, c'est que peut-être qu'en 2021, on n'aura pas le niveau de défaillance qu'on imaginait. Alors, on a eu une baisse des défaillances d'entreprises en 2020 exceptionnelle, totalement paradoxale, vu la contraction inédite du PIB. Mais la vague de faillite ne sera peut-être pas celle qu'on attend en 2021, c'est ça, ce que vous nous dites ? Ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on sait qu'une grande partie des PGE... On se matelas-là. De l'endettement, ce que j'entends par là, c'est que l'endettement supplémentaire des entreprises est allé sur du cash. Ça, moi, je trouve quand même ça intéressant. Ça permet quand même de se dire qu'il y a quand même une sorte de matelas qui pourrait amortir le choc. Alors, attention, il y aura des défaillances, sans doute plus que l'année dernière, qui était une année un peu exceptionnelle et un peu paradoxale. Mais... peut-être qu'on n'aura pas cette vague immense de défaillances d'entreprises qui mettrait à plat le système productif, mais surtout la croissance potentielle de notre économie. Et il est là le vrai sujet, c'est la compétitivité des entreprises et la possibilité de relever notre potentiel de croissance en France et d'améliorer le bien-être collectif. Le danger actuel, c'est que 50% des dirigeants d'entreprises estiment qu'il y a un problème de demande et donc ne sont pas confiants dans l'avenir. Une part mineure des dirigeants, c'est dans les chiffres de l'étude, ne s'estiment pas en capacité de rembourser le PGE. C'est 8% des dirigeants, ce qui en soi est faible, mais c'était 4% en septembre et 6% en fin d'année. Donc inexorablement, ce choc de confiance a tendance à monter, ce qui doit nous faire plaider pour une reprise rapide et un desserrement de l'étau sanitaire, à condition effectivement que la crise soit bien gérée par l'État. Je voulais faire revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les délais de paiement. Jusqu'à maintenant, alors que les grands groupes étaient jusqu'à présent les principaux fautifs en matière de retard de paiement, la crise du Covid a poussé aussi les PME et TPE sur le banc des mauvais payeurs, selon une dernière étude BVA. C'est ce qui peut inquiéter aujourd'hui Arnaud Marcy, ça quand même ? Oui, clairement. Alors, le chiffre, il peut s'interpréter de deux façons différentes. Un patron de PME, normalement, est contraint par ses fournisseurs ou par ses propres pratiques à payer rapidement. Donc, il y a deux façons de l'analyser. Est-ce que c'est par la peur de manquer et donc ce réflexe de thésaurisation, on allonge un petit peu le paiement des factures, une semaine par-ci, 15 jours par-là. Alors, c'est pas vertueux, mais ça peut-être s'expliquer. Ou alors, ça s'explique par, justement, la disparité de la situation économique dont on parlait tout à l'heure. Le PGE est consommé à 60 ou 70% dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et ceux qui sont et des commerces qui sont le plus impactés par cette crise. Et nécessairement, vis-à-vis de leurs fournisseurs, les délais de paiement doivent s'allonger et de défaillance augmenter. Donc, ça vient bien nous dire que, au-delà de cette situation qu'on peut voir très positivement, on a un faisceau d'indices qui nous disent attention, la crise est là, elle est sourde et elle menace de jaillir à tout instant et de faire rattraper les chiffres de faillite qui, pour l'instant, sont, comme l'indiquait Anthony, étonnamment hauts. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. L'économie est toujours sous perfusion. Quand on va débrancher la perfusion, les entreprises vont être face au mur de la dette, à la crise des fonds propres et à la nécessité d'avoir un compte de résultats qui permette d'apurer déjà d'être profitable, mais également d'apurer cette dette progressivement. Donc aujourd'hui, on a 5 années supplémentaires pour pouvoir le faire sur des conditions extrêmement douces d'un point de vue bancaire. Il faut évidemment étaler cette dette le plus largement possible, mais une fois qu'on l'étale, on n'a pas encore abordé la question de la viabilité du modèle et de son remboursement. Et c'est ça aujourd'hui qui compte réellement. On va en parler de la dette. Merci à tous les deux. On passe maintenant à notre deuxième débat de la soirée. On parle de la dette Covid. L'idée traîne dans les couloirs de Bercy depuis le mois de juin, cantonner la dette Covid dans une caisse dédiée à l'écart des quelques 2650 milliards d'euros de dette française. Le rapport dirigé par François Bayrou, haut commissaire au plan, présenté hier, va dans ce sens. Il faut cantonner et différer le remboursement de la dette Covid. D'abord sur l'aspect de l'isolation de la dette Covid, comment cela fonctionnerait-il, Anthony Benamou ? Alors d'abord, je note une évolution dans le débat. On est passé de l'annulation. C'est ça, on voulait annuler. Certains économistes, une centaine, voulaient annuler. Le gouvernement n'a jamais parlé d'annulation. Non, le gouvernement non. Certains politiques, Arnaud Montebourg, Mélenchon, voilà. Donc là, maintenant, on est sur un nouveau registre qui est le cantonnement.
Moi, ça ne me rassure pas trop. En fait, je ne sais pas trop à quoi ça sert en réalité de cantonner cette dette publique. Je vais vous dire ça, enfin, ce surplus de dette publique, je vais vous dire ça tout de suite pourquoi. Enfin, d'abord, en fait, moi, la notion de cantonnement, ça me fait penser à quelque chose. Et je pense que ça fera penser à cette chose-là pour beaucoup de Français. C'est le cantonnement de la dette de la sécurité sociale. C'est ce qui a été fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on l'a cantonné, on a créé une contribution exceptionnelle au remboursement de la dette qui devait se terminer en 2024, qui finalement est repoussée à 2033 et en fait qui existera de façon indéfinie. Donc en gros, le signal qu'on donne, à mon sens, quand on dit qu'on veut cantonner la dette Covid, c'est de dire, pas tout de suite, parce que là, il y a une échéance électorale, mais que... à partir de 2030, ou peut-être avant, on commencera à parler d'une dette, d'un impôt Covid, qui pourrait peut-être toucher les plus riches, à voir. Donc, voilà, moi, ça ne me rassure pas, et surtout qu'en général, quand on met le doigt dedans, on ne peut plus en sortir. Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, cantonner, en fait, pourquoi ? À quoi ça sert ? Je ne sais pas si tout le monde est bien conscient des conditions de financement et de refinancement de notre dette publique. Je veux dire qu'on commencera à rembourser à partir de 2030, c'est faire l'hypothèse implicite qu'on aura de la croissance jusqu'en 2030 et qu'on aura encore de la croissance en 2030 et des conditions de financement toujours avantageuses sur les marchés financiers. Moi, je suis incapable de vous prédire l'avenir dans 1 an, dans 2 ans. Alors en 2030, vous imaginez bien. François Bayrou dit qu'il se laisse 10 ans pour faire évoluer la croissance française. Alors, si j'étais François Bayrou, je ferais les choses peut-être autrement. Je profiterais... Alors, on a une dette, c'est un sujet. Je ne dis pas qu'il faut mettre ça sous le tapis ou quoi que ce soit. Mais je profiterai des conditions extrêmement avantageuses. Je vais peut-être faire un petit détour et rappeler comment on refinance notre dette en France. C'est peut-être un point qui peut être important. En fait, on ne rembourse jamais intégralement sa dette. Il faut en être très conscient. On roule de façon indéfinie sa dette. Donc, dès que vous avez une échéance à payer, vous allez sur les marchés financiers, vous faites une adjudication, donc vous levez de la nouvelle dette. Et puis, en général, les marchés vous prêtent. Et les marchés ont tellement confiance en la France qu'en début d'année, la France a levé 7 milliards d'euros sur 50 ans. Je ne sais pas si vous imaginez 50 ans, à un taux de 0,59%. Donc c'est de l'argent quasiment gratuit. Je veux dire, ça ne coûte rien aujourd'hui de s'endetter jusqu'à des échéances 50 ans. Donc le temps n'a même plus de prix. C'est ça que ça signifie. Donc moi, je trouve ça incroyable. L'État lève 7 milliards d'euros. Il faudrait peut-être alors profiter de ce moment. Alors oui, alors juste... L'État lève 7 milliards d'euros et la demande, c'est pour vous dire à quel point il y avait une demande, la demande pour la dette française était de 70 milliards d'euros. Donc vraiment... Oui, l'État français n'a aucun mal à trouver des acquéreurs pour sa dette. Et donc, moi, ce que je ferais, c'est plutôt de continuer à rouler ma dette de façon indéfinie, comme ça a toujours été le cas, et peut-être même que, et ça peut paraître assez paradoxal, mais peut-être même que j'accentuerais la dépense publique, en réalité, pour faire les investissements nécessaires au relèvement de la croissance. Et en fait, ces investissements, il y en a quelques-uns. Par exemple, moi, j'irais beaucoup plus loin sur les impôts de production. On parlait tout à l'heure de compétitivité des entreprises. On fait 20 milliards sur 2 ans sur les impôts de production. Pourquoi pas aller beaucoup plus loin? Alors, ça fait partie des propositions aussi de François Bayrou, du haut-commissaire au plan, de rajouter 250 milliards au plan de relance actuel. Alors, je ne sais pas si dans les 250 milliards, on aurait autant de mesures sur les entreprises. Parce que là, dans le premier plan de relance à 100 milliards, on a quand même un tiers qui est consacré aux entreprises, et notamment à la compétitivité des entreprises. Donc, je pense que les conditions de marché sont telles aujourd'hui qu'il ne faut même pas penser à la dette de demain ou bien à la soutenabilité de la dette. En fait, le sujet, c'est la croissance. Comment on rembourse sa dette? En fait, comment on la rend soutenable? On la rend soutenable parce que le ratio dette sur PIB diminue du fait d'une hausse du PIB. C'est un effet dénominateur en réalité. Donc, il faut aller chercher en fait la croissance potentielle. Donc, on peut par exemple faire des mesures, aller beaucoup plus loin sur les impôts de production, mais on peut également créer les conditions fiscales et économiques nécessaires pour que les entrepreneurs puissent justement, alors j'entends par entrepreneur, l'entrepreneur au sens schumpeterien du terme, pour que les entrepreneurs puissent innover dans justement l'économie de demain, qui est en fait l'économie actuelle préfigure en fait l'économie de demain, et donc investir dans les différentes transitions énergétiques, climatiques, numériques, et aller chercher et réenclencher le processus de destruction créatrice qui permettra d'augmenter la croissance potentielle. La solution à la dette, elle est dans la croissance. Arnaud Marcillet, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 2 questions. Est-ce que selon vous, ce niveau de dette est dangereux à l'heure actuelle ou est-ce qu'il est encore soutenable? Et en effet, faut-il peut-être profiter en fait, de ce moment pour investir massivement?
Réponse à votre question, non, oui. La dette n'est pas une question. Anthony l'a rappelé parfaitement, ça se refinance. Aujourd'hui, l'argent est gratuit. En l'absence d'un scénario hyper inflationniste, on est tranquille. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Quand on regarde ce propos de cantonner la dette, cantonner... en parlant d'un virus et d'une situation qui vient de Chine, ça manque pas de piquant, si je peux me permettre, mais blague mise à part, l'idée même est suspecte. Pourquoi cantonner la dette ? Ça voudrait dire qu'il y a une bonne dette, une mauvaise dette. Alors la bonne dette, c'est celle qui sert à financer la croissance, en réalité notre modèle social en France. Et il y aura une mauvaise dette qui est celle issue du choc exogène et voilà, de tous les besoins de financement qui en découlent. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça alors ? Une idéologie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une idée nécessairement suspecte, parce que pourquoi vouloir cantonner quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire cantonner la dette ? Ça veut dire l'isoler. Pourquoi l'isoler ? Pour la cacher, ça ne va pas la faire disparaître pour autant. On ne va pas mettre cette dette sous le tapis, elle est tellement énorme qu'elle manquerait de faire trébucher quelqu'un. Ou alors on veut la traiter autrement. Voilà. Et le sujet, c'est pourquoi la cantonner ? Alors d'abord, le peut-on réellement ? Peut-on circonscrire réellement la dette née du Covid, de celle qui sert à financer notre modèle régalien, notre modèle d'investissement ? Je ne suis pas tout à fait certain. Alors moi, je ne suis pas trop dans la macroéconomie, mais je pense que déjà d'un point de vue de comptabilité publique, ça peut poser des soucis de définition et de périmétrage. Mais surtout, la question, c'est pourquoi faire et pourquoi l'étaler et comment la rembourser ? Et aujourd'hui, on est confronté à un problème majeur. Alors, c'est pas nouveau. Là, il y a François Bayrou qui a déclaré ça tout récemment. Ça devait être hier ou ce matin. Mais Bercy avait émis la première hypothèse d'isolement de cette dette en juin dernier pour y affecter des financements. Alors on a parlé de la prolongation de la contribution sur le remboursement de la dette sociale de plusieurs années. Il y a la tentation d'aller piocher dans la poche des ménages qui ont épargné leurs 200 milliards d'euros et d'ailleurs de façon très concentrée puisque seulement 20% des ménages redevables de l'IR ont épargné 70% de cette somme. Donc voilà, il y a toujours la tentation d'augmenter les impôts, de faire les poches des ménages comme des entreprises. Et pour moi, ça veut rien dire de vouloir l'isoler parce que le sujet, c'est le montant de notre dette totale, le ratio dette sur PIB qui est vraiment le symbole de la compétitivité économique. Donc, reprenons vite la croissance. Même sujet que pour les entreprises pour rembourser leurs propres dettes. Au niveau du pays, c'est l'agrégation finalement de l'ensemble des entreprises. Reprenons la croissance, augmentons le PIB. Ça rendra la dette plus soutenable. Ça nous permettra de nous financer toujours à de meilleures conditions. Et de ce point de vue-là, la dernière dette levée ce matin était une dette à 10 ans pour plusieurs dizaines de milliards d'euros qui est pour la première fois depuis juin 2020 est repassée au-dessus de zéro. On va en parler de la hausse des taux d'intérêt. Ça nous coûte un petit peu d'argent de se réendetter. Donc moi, ce sujet d'isolement de la dette, j'ai peur que politiquement ce soit un gadget qui fasse passer comme solution miracle à tous nos problèmes le fait de devoir dépenser toujours plus et de s'engager au-delà de la dette sur des plans de relance qui redistribuent 200 ou 300 milliards au-dessus d'une dette déjà importante. Anthony Benamou. Juste avant de reparler des taux, il y a un sujet qui est important. Pourquoi on se pose la question de cantonner la dette Covid ? Mais c'est parce qu'en fait, il y a un péché originel, initial. Le péché, c'est quoi ? C'est que si on regarde l'ensemble des pays de la zone euro, en fait, ils se sont tous endettés lors de la crise de 2008. En réalité, le vrai saut, en France, ça fait 45 ans qu'on n'arrive pas à équilibrer nos finances publiques, mais le vrai saut sur l'endettement, il apparaît en 2008-2009 suite à la crise des subprimes. Et là, tous les pays se sont endettés. Et puis, après 2009, en fait, il y a deux types de pays avec deux types de trajectoires différentes. On a l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne qui va finalement réussir à diminuer sa dette entre 2009 et 2019 et du coup se reconstituer des marges de manœuvre. Et c'est pas pareil de rentrer dans une crise telle que la crise de la Covid avec un ratio de dette autour de 55-60% du PIB et de rentrer comme la France à 98%. Donc sur la période 2008-2009, tous les États s'endettent. Sur la période 2009-2019, la dette française fait plus 15 points. La dette allemande fait moins 13 points. Voilà. C'est aussi, on ne se poserait pas ce type de questions si on avait, pour reprendre une formule de Kennedy, réparé la toiture quand le soleil brillait. Enfin, de la croissance, on en a eu en 2017, en 2018, en 2019. Et si on prend le taux de croissance moyen sur ces 3 années-là, il est au-dessus du potentiel de croissance français. Il est à autour de 1,5 à 6%. Donc, à un moment donné, il fallait faire aussi les efforts quand on pouvait les faire. Et ça doit aussi nous servir de leçon. Je pense que c'est important. Ça me permet de vous poser la question, cet enjeu de la dette est-il un enjeu européen ? Est-ce que la France seule peut prendre ce genre de décision, d'isoler sa dette et de différer son remboursement ?
Encore une fois, je pense que oui, l'enjeu de la dette est un enjeu européen. Quand vous dites tous les pays européens se sont endettés au cours de cette crise. Tout le monde s'est endetté, mais on verra que tout le monde ne traitera pas la dette de la même façon. Et encore une fois, c'est quel signal on envoie à nos partenaires. Hélas, on envoie souvent le signal d'un État qui est totalement décomplexé dans la dépense publique parce que la situation des taux d'intérêt. À juste titre. Donc totalement décomplexé. Des États qui sont, je prends l'Italie par exemple, à des niveaux de dette déjà avant la crise extrêmement élevés en ratio de PIB. Pareil, sont totalement décomplexés, sont même rendus solvables par les marchés. Donc forcément, il y a une sorte d'aléa moral qui se crée. Et le problème, c'est que vous avez deux types de pays en zone euro. Vous avez les pays dits du Nord qui ne badinent pas avec leurs finances publiques, et puis les pays du Sud qui se laissent aller à beaucoup d'excès. Et encore une fois, il y a un risque de fracture au sein de la zone euro. Alors je ne vais pas dire que ce risque est fortement probable et que la zone euro va imploser, enfin non, pas du tout. Mais il existe quand même ce risque de fracture entre ces pays qui dépensent, ces pays qui font attention. Et moi je vous rappelle un dernier truc, c'est que sur la zone euro en entier, ce qui fait que la France a tenu jusqu'à présent. Pourquoi la France s'endette à des taux négatifs, maintenant proche de 0 à 10 ans, mais en tout cas négatifs sur les dernières années? Il y a deux choses. Il y a bien sûr la politique monétaire de la Banque centrale européenne, on en reparlera, mais il y a également la solidité du couple franco-allemand. Et Merkel n'y est pas pour rien. Et moi, je vous rappelle qu'il y a quand même une élection en Allemagne en septembre. Je ne sais pas si le successeur de Merkel sera aussi allant avec la France dans le dérapage des finances publiques qui est une constante depuis plus de 45 ans. Arnaud Marcilly, est-ce que la BCE se montrera-t-elle assez conciliante quand les échéances arriveront? Si on parle d'un remboursement d'une dette d'ici 2030, 2040, elle l'est aujourd'hui. Est-ce qu'elle le sera dans 10 ans, dans 20 ans? La BCE, est un instrument de stabilité au même titre que la monnaie, que l'euro, parce qu'effectivement, Anthony le rappelait, la différence de vertu entre les pays de même zone économique pourrait être vraiment dévastateur s'il n'y avait pas la monnaie. On serait attaqué sur notre monnaie, on devrait dévaluer, etc. Donc ça, c'est déjà un paramètre de stabilité énorme. La BCE, c'est un autre paramètre de stabilité. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup le choix parce qu'elle est dans un environnement mondial. Elle doit favoriser la compétitivité de la zone euro. La Fed est peut-être tentée de remonter ses taux. Que fait la BCE? En tout cas, aujourd'hui, la BCE, elle détient un tiers de la dette des États européens, ce qui est absolument énorme. Donc la question... Ça fait partie du débat sur l'annulation de la dette d'ailleurs. Certains économistes prônent une annulation de la dette détenue uniquement, la dette détenue par la BCE. Oui, mais c'est un débat en trompe-l'œil. Annuler une dette, ça veut dire ne pas honorer ses engagements. Alors la dette détenue par la BCE, qui est lésée? Pas les petits épargnants, mais c'est toute la mécanique du financement qui d'un seul coup devient suspecte. Et c'est un jeu à un seul coup, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ça, vous honorez aucun de vos engagements, c'est terminé. Mettez-vous en tant que prêteur à la place de la banque. Si on vous propose de ne pas vous rembourser, vous dites bon, très bien, c'est fini. Donc ce débat, moi, techniquement, je le comprends pas. Je le trouve complètement populiste parce que finalement, ça revient à ne pas honorer ses engagements et à dire tout simplement qu'on est capable de prendre de l'argent et de ne jamais le rendre. Et ça s'appelle tout simplement du vol. Donc pour moi, c'est techniquement nul et non avenu. Et les gens qui proposent ce type de solution sont soit de fiefs et menteurs, soit de piètres économistes, et souvent les deux en général. On en parle beaucoup, vous en avez parlé d'ailleurs aussi sur ce plateau, de la hausse des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans, vous le disiez, repasse au-dessus de 0%, une première depuis juin 2020. Quel impact cette hausse peut-elle avoir? Alors, l'impact, ça va se jouer sur les points de déficit. En réalité, ça va faire augmenter la charge d'intérêt de la dette de la France. Après, il faut voir si c'est quelque chose de durable. Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, il faut revoir comment sont formés les taux longs. Les taux longs, en fait, sont formés pour faire simple, il y a les taux courts plus une prime de risque. Et dans cette prime de risque, on met, pour faire simple, l'inflation, on met la croissance et puis la crédibilité de la Banque centrale notamment. Donc là, ce qui explique aujourd'hui la remontée des taux souverains, c'est la hausse des anticipations d'inflation. Alors maintenant, cette hausse... On anticipe la croissance, on anticipe l'inflation, d'où cette hausse des taux d'intérêt? Oui, sauf que après, parfois les marchés ne sont pas toujours rationnels. Il faut avoir ça aussi en tête.
Cette hausse aujourd'hui de l'inflation, elle s'explique en fait très simplement. Elle s'explique premièrement par d'abord un effet de base, tout simplement. Donc on regarde l'inflation par rapport à l'inflation d'il y a un an, et donc il y a un effet de base. Et puis il y a une composante matière première qui joue dans le retour de l'inflation. Ensuite, moi ce que j'appelle la véritable inflation, c'est l'inflation salariale, c'est la core inflation, c'est celle qui provient de la hausse de salaire, etc. On n'y est pas. On n'y est pas. Alors, aux États-Unis, je sais qu'il y a un plan faramineux de relance qui va être lancé. Qui aura un impact, d'ailleurs, chez nous. Qui aura sans doute un impact. Ce sera à voir. Mais le retour de l'inflation, à titre perso, je n'y crois pas forcément pour une simple et bonne raison. C'est que tant qu'on ne fera pas en France et dans d'autres pays industrialisés, tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour repousser réélever la croissance potentielle, l'inflation ne reviendra pas. Et les économies industrielles, aujourd'hui, elles se caractérisent par plusieurs choses. Elles se caractérisent par un vieillissement des populations. Donc ça, c'est pas très bon pour la croissance potentielle. Elles se caractérisent par une hausse des inégalités. Donc en gros, les personnes âgées détiennent le patrimoine, pour le dire simplement. Et donc, il y a ce sentiment d'inégalité qui est assez fort. Et tout ça, ça n'encourage pas une hausse de la croissance potentielle. D'où mon propos de tout à l'heure. En fait, que les taux soient à 0 ou à moins 0,10 ou à moins 0,20, en fait, ils sont exceptionnellement bas et ils ne sont pas normaux eu égard aux fondamentaux, par exemple, de la France. Le taux de chômage, la dette publique, etc. Donc il faut, en fait, profiter de cette situation. En réalité, c'est quelque chose qui nous est offert aujourd'hui pour pouvoir investir dans la croissance potentielle. Arnaud Marcilly, il nous reste quelques minutes. Est-ce que ce débat, comme le disait un peu tout à l'heure Anthony Benamou, est anticipé ? Est-ce que vous le trouvez un peu trop anticipé, ce débat sur l'isolement de la dette et sur Non, parce qu'il faut occuper le terrain médiatique et puis il faut parler de la dette. Les montants sont invraisemblables. Il y a une campagne présidentielle qui va arriver. Il y a des jeux politiques de tous bords, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, à qui sera le moins vertueux, le plus vertueux. Donc finalement, voilà, c'est une question d'offre sur l'échiquier politique. In fine, pour reprendre un petit peu le débat économique, comment rembourse-t-on la dette ? Il y a deux méthodes, une directe par la production parce qu'il y a de la croissance et une indirecte par l'inflation. Parce qu'on va annuler cette dette avec des taux réels qui seraient négatifs. C'est très tentant, mais le peut-on ? On le peut que si on a une croissance suffisante qui permet de nourrir notre modèle social. Ce qu'on oublie de dire, parce que là on parle de la dette Covid, c'est que structurellement la France crée de la dette chaque année. On n'a pas un seul budget à l'équilibre. Ça consisterait à comparer la France à un ménage qui chaque mois serait négatif parce qu'il consomme trop. La France, c'est ça aujourd'hui. Donc ce scénario-là, il a peu de chances de se produire. Et c'est vrai que l'écart de compétitivité dont on parlait tout à l'heure fait que notre capacité, nous, à générer une croissance au niveau de la moyenne de la croissance des pays européens apparaît aujourd'hui en danger. Donc on a besoin d'une dynamique extrêmement forte et positive et un signal de financement à l'économie réelle, à l'économie productive qui permettent d'accélérer et qui permettent de prendre le train de la croissance en marche et pas de façon handicapée par rapport à nos voisins les plus sérieux. Anthony Benamou, vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que vous disiez, il faut prendre le train de la relance et de la reprise. C'est très juste et je souscris totalement au fait que, en fait, j'ai l'impression que la proposition de François Bayrou est une proposition politique plus qu'économique en réalité. Et voilà, c'est une façon de placer ses pions sur l'échiquier politique sur le sujet de la dette. Montebourg l'a fait, Mélenchon l'a fait, Marine Le Pen l'a fait avec une tribune en début de semaine. Assez d'ailleurs incroyable eu égard au discours qu'elle pouvait avoir sur le sujet. Je réagis parce qu'on le voit à l'image, le tweet de Jade Grandin de l'Éprevier. Le plan propose de cantonner la dette Covid, en différer l'amortissement de 10 ans, allonger sa maturité à 40 ans. Inutile, compliqué, impossible. Qu'importe, ce qui compte, c'est de raconter une histoire aux Français. Bon, voilà, tout est dit. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux pour vos éclairages. On termine cette émission par notre rubrique d'ici et d'ailleurs. Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. On vous en a déjà parlé en début de semaine, le bras de fer entre le gouvernement australien et les géants de la tech. Le Parlement australien a adopté ce jeudi la loi contraignant les géants du numérique à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu d'information. Un accord a notamment été trouvé avec Facebook qui investira au moins $1 milliard dans les contenus d'actualité sur les 3 prochaines années. C'est ce qu'ils ont dit. De quelle manière, Arnaud Marcilly, cette loi peut-elle avoir un impact et inciter d'autres pays à faire de même ?
Bon, déjà, on peut noter que la relation entre les géants de la tech et les médias est en ce moment absolument exécrable et que ce n'est que le résultat d'un long parcours douloureux qui est inhérent au modèle de la presse et de son financement. La presse, qu'est-ce que c'est? C'est en général un journal papier qui est financé par une part de payant à l'acte, quand on achète son journal au kiosque, un petit peu d'abonnement et de la publicité. Aujourd'hui, la presse va très mal. En France, c'est massivement subventionné et dans le monde entier, les habitudes changent vis-à-vis de la consommation d'informations. La presse se fait piller économiquement par deux facteurs. D'abord par l'information gratuite qui circule aujourd'hui sur Twitter. Elle naît d'abord sur les réseaux sociaux, elle y circule. Donc c'est sans valorisation intrinsèque, on va dire. Et puis par ces plateformes qui récupèrent. Et le deuxième axe de pillage, ce sont les plateformes qui les récupèrent dans leur écosystème et qui monétisent à la place des titres, des journaux et donc de ces grands médias. Donc ça pose vraiment fondamentalement la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'information, l'information vérifiée, toute la question des fake news, etc. Mais surtout, ça pose la question de savoir comment économiquement on a un modèle d'information qui est viable. En Australie, la relation avec Facebook, Google était exécrable parce que ces plateformes-là se comportent également comme des médias d'éditorialisation. Donc ils vont choisir l'information qui a le mérite d'être publiée sur leur plateforme. Alors souvent, ils ne le font pas en étant mal intentionnés, mais de facto, ils ont un angle éditorial. Donc ça pose un vrai problème, à la fois de financement, mais à la fois de savoir comment est-ce qu'on publie sur ces plateformes et est-ce qu'on peut refuser d'y être. Et si on y est présent, comment est-ce qu'on gère ça avec eux? Est-ce qu'on s'attendait à ce que le gouvernement australien arrive à faire plier des géants comme Facebook et Google sur cette question? Je pense que, alors peut-être pas, mais la polémique qu'il y a autour des réseaux sociaux et des géants de la tech et des GAFA actuellement, c'est de répondre à la question de savoir s'ils ne sont pas trop puissants. Il y a eu la polémique Twitter et Donald Trump. Quoi qu'on pense de Donald Trump, c'est invraisemblable qu'un média permettant l'opinion comme celui-ci barre à vie le président des États-Unis. Et on ne peut que regretter cet excès d'autoritarisme qui n'est absolument pas régulé. Les médias sont soumis en France à la régulation du CSA. Il y a des autorités comparables dans tous les pays. Les GAFA n'y sont pas soumis. Donc ça pose vraiment cette question de savoir... Vous parlez du pouvoir des géants du numérique et des géants de la tech. Il y a deux informations que j'ai données donc il y a le projet de loi qui a été adopté et il y a surtout Facebook qui investira au moins $1 milliard dans les contenus d'actualité sur les 3 prochaines années. C'est pas non plus anodin. C'est pas anodin, ça participe au modèle de financement, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu Facebook en France. veut-il devenir un média à terme? Facebook est un média, Facebook est l'Internet mondial, comme WeChat l'est en Chine, et ces plateformes ont vocation à agréger des contenus personnels, des contenus éditoriaux, du commerce, etc. Et mettre $1 milliard dans la presse, c'est aussi s'acheter une bonne conscience pour éviter un débat sur un éventuel démantèlement. Anthony Benamou. C'est très juste, la presse, c'est un métier. C'est un métier. Facebook, c'est un média, ok, mais c'est pas le même métier, encore une fois. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose que le gouvernement australien ait réussi à faire plier Facebook sur ce sujet-là et que Facebook montre aussi un peu patte blanche sur le sujet. Et c'est plutôt de bon augure également pour d'autres pays. Ça crée un précédent, donc on peut espérer que les choses évoluent dans d'autres pays, notamment dans l'Union européenne. Et peut-être que c'est un changement du rapport de force entre les États et les géants de la tech, parce qu'effectivement, ces derniers temps, les big tech arrivent à faire des choses incroyables et ont souvent des moyens colossaux bien plus importants que, par exemple, que la Belgique, que le PIB belge, quoi. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est un peu remettre aussi l'église au milieu du village. Ça permet de bien vérifier les informations. Il y a un vrai sujet sur les fake news dans le monde entier. Et quand on voit à quelle vitesse une information juste ou fausse peut circuler, c'est plutôt bien que ce soit des bonnes informations qui circulent. Oui, et trouver des moyens de financement permettent de pérenniser les titres de presse et les médias en général, de faire venir leur contenu sur les plateformes sur lesquelles l'audience y est aujourd'hui et permettre aux gens de trouver des informations avec des sources fiables, vérifiées, authentiques et bien sûr lutter contre tout ce qui est théorie du complot, etc., etc. Et ça a une énorme vertu.
Autre sujet, retour en France, le moral des ménages en France a de nouveau légèrement baissé en février après son net repli de janvier. La part de ceux qui veulent épargner atteint, elle, des niveaux historiques selon cette nouvelle étude de l'INSEE. Et les craintes concernant l'augmentation du chômage ont continué d'augmenter en février. Ces chiffres sont signes d'une inquiétude pour l'avenir, Anthony Benhamou. Très clairement. Donc la confiance est au plus bas. Les craintes du chômage sont très élevées et je pense qu'elles sont justifiées, même si au cours des derniers mois, on a vu une diminution du taux de chômage en France qui est repassé autour des 8% au quatrième trimestre. Mais ce sont des chiffres en trompe-l'œil parce que en fait, les Français ne pouvaient pas travailler à cause du confinement. Et quand vous ne pouvez pas travailler, que vous n'avez pas la capacité de chercher un emploi, vous sortez de la définition d'un chômeur au sens du Bureau international du travail. Donc le chômage, en fait, n'est aujourd'hui pas à son niveau auquel il devrait être. Et donc les craintes sur le chômage sont pleinement justifiées. Il y a également des craintes sur les perspectives de niveau de vie qui sont également justifiées. Et donc tout ça, comme vous le disiez très justement, ça alimente le comportement d'épargne des Français. Aujourd'hui, le solde d'opinion sur la capacité à épargner est au plus haut historique, voilà, très clairement. L'année 2020, sur la collecte, alors je mets à part les dépôts à vue, mais sur la collecte des livrets réglementés, livrets A et puis livrets de développement durable et solidaire, voilà, ça a été une année incroyable. C'est la deuxième meilleure année de tous les temps, après 2012, en termes de collecte. Pour rappel, en 2012, pourquoi les Français s'étaient rués sur le livret A et d'autres placements du même type, c'est parce qu'il y avait du rendement. Il y avait des taux d'intérêt qui étaient servis. Aujourd'hui, c'est presque contre-intuitif parce qu'en fait, la rémunération réelle de ce type de livret est négative. Ou zéro, ou voire négative. Donc ça montre bien qu'on a eu une épargne au début qui était un peu forcée, et puis aujourd'hui on a vraiment cette épargne de précaution qui prend le relais. Et les derniers chiffres de la collecte du livret A, il n'y a pas de retournement, c'est toujours pas vraiment très rassurant. Là, en janvier, il y a une collecte, je crois, record pour un mois de janvier depuis 2013, donc assez élevé sur le livret A et LDDS. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir, en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, comment cette épargne va pouvoir se transformer en de la consommation. Encore une fois, la consommation en France, ça explique plus de 50% du PIB. Donc si on veut de la croissance, à un moment donné, on va aller la chercher par la consommation. Mais pour pouvoir avoir de la consommation, il y a plusieurs choses. Il y a des facteurs économiques, et il y a des facteurs aussi psychologiques qui entrent en jeu. Et donc il faut trouver une façon de rassurer. Et ça peut passer par d'abord une campagne de vaccination qui accélère et qui se passe mieux et sans les couacs qu'on a pu avoir au départ. Ça peut passer également par des incitations dans certains secteurs dont on a besoin qui reprennent assez rapidement. Je pense au secteur de la restauration, ce genre de choses. Donc il y a, à mon avis, pas mal de choses à faire sur ce sujet-là. Il nous reste une petite minute sur la vaccination. Maintenant, nous voulions vous faire réagir sur la déclaration du commissaire européen Thierry Breton. D'ici la fin de l'année, l'Europe devrait produire entre 2 et 3 milliards de doses par an, a-t-il annoncé. Il assure que l'Europe fait tout pour accélérer la production de vaccins sur le continent. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la reprise, Arnaud Marcilly ? Oui, très certainement. Alors Thierry Breton, de la hauteur de ses cimes européennes, nous dit en filigrane que le vaccin est le nouvel outil du soft power du nouvel ordre mondial. Les Russes ont trouvé un vaccin quand même en août de l'année dernière. Les Chinois sont également prêts. C'est important que l'Europe se place, elle aussi. Ils distribuent leurs vaccins partout dans le monde contre des contreparties. Donc c'est un instrument de la géopolitique et on n'est pas les premiers. Et j'ai bien peur que 2 ou 3 milliards de doses par an à compter de la fin de cette année ou de l'année prochaine, ça ne soit pas suffisant. Commençons déjà par vacciner nos propres citoyens. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Arnaud Marcilly, cofondateur et directeur général de Think Market, et Anthony Benhamou, enseignant d'économie à Sciences Politiques. Merci beaucoup à tous les deux. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau Light & Smart. Bonne soirée à tous sur Bismart et à demain.